Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur cette Mégane 3 RS. Et là les amis, ça commence tranquillement à se concrétiser parce que nous avons réalisé 1300 km de rodage, c'est officiel. Et, attendez avant quand même, je touche du bois, tout va bien. Alors on a eu quand même énormément de galères quand on a préparé cette voiture là. Donc c'est pour ça que je touche du bois avant de dire que tout va bien. On n'a eu aucun problème, elle fonctionne parfaitement, ça a permis de roder un petit peu les jeux mécaniques, que tout prenne sa place, mais également aussi l'embrayage. Donc là on est à l'aube de lui coller 550 chevaux. Souvenez-vous, il restera encore une seule étape mécanique à faire pour aller chercher nos 600 plus. Alors pourquoi je dis 600 plus? Parce qu'aujourd'hui on est incapable de dire si elle va sortir 600, 610, 620, 630. Elle n'en sortira pas plus, mais on peut peut-être aller chercher jusqu'à 630 chevaux. Mais aujourd'hui c'est un proto, donc comme dit proto, dit incertitude. Alors là on est lundi et on va passer la voiture jeudi, vendredi au banc pour les réglages avec Valentin de RS Thun Alsace et MCR Performance, Johan Coiffier. Ce mix de mes deux partenaires vont réaliser quelque chose de génial sur la cartographie de cette voiture là. Donc l'idée c'est qu'avec cette carto 550 chevaux, il nous reste encore quelques modifications à faire. Il va falloir qu'on mette une pompe encore plus grosse dans le réservoir que ce qu'on avait mis avant. Pour ça, RS Thun Auto Alsace est en train de me la préparer. Donc, ensuite, dans cet épisode-là, on va préparer ça et on va surtout terminer la prépa moteur pour accepter nos 550 chevaux. Pour la fameuse pompe que je viens de vous parler, on va avoir besoin de passer un 2,5 carré de la batterie jusqu'à la pompe arrière. Dans cette vidéo-là, nous allons faire quelque chose de absolument pas catholique. Pourquoi ? Parce qu'on est également à l'aube de vider cette voiture-là. Donc je ne vais pas me faire chier à passer le câble parfaitement sous les moquettes invisibles, alors que dans une semaine, en fait, on vide la voiture parce qu'on reçoit l'arceau. Donc je vais passer le fil en volant jusqu'à la pompe. Alors les petits commentaires haineux, faites-vous plaisir, mais de toute façon, dans une semaine, c'est réglé. Donc passez ce câble-là, vidanger le moteur, changer le filtre à huile, mais on va poser enfin notre échelle de Villebrequin. Souvenez-vous, quand on avait préparé ce moteur-là, j'hésitais entre les goujons ARP ou l'échelle de Villebrequin. On ne peut pas coupler les deux, donc c'est l'un ou l'autre. J'ai longtemps hésité, je suis parti sur l'échelle de Villebrequin. Je vais tout vous expliquer juste après sur ce qu'est une échelle de Villebrequin. Et donc, ça va me permettre de pouvoir démonter notre carter d'huile et de pouvoir faire un aspect visuel, un contrôle d'aspect visuel dans notre bas moteur. Voir si les pissettes n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que les pissettes avec les nouveaux pistons, ça passe vraiment au poil de cul. Donc ça va permettre de contrôler. Ça va permettre de contrôler qu'on n'a rien qu'à bouger, de rien d'anormal, qu'on n'a pas de copeaux de limaille. Vraiment c'est un contrôle visuel. La métrologie avait été faite, mais j'aime bien m'assurer avant de lui coller 550 chevaux. On va également contrôler tous nos serrages de turbo. Vérifier que ça n'a pas bougé, que tout est ok, qu'on n'a pas de fuite. Et on va lui mettre une dump valve HKS. On va virer la merde no name par une HKS que j'ai également acheté. Donc voilà un petit peu le projet pour aujourd'hui. Donc les amis, c'est parti, on fout en vidange la Mégane, on dépose le carter et ensuite le temps que ça s'égoutte, on fait un petit peu de méca. Avant ça, je vous montre juste à quoi ressemble une échelle de Villebrequin. Alors là, vous voyez, les pièces de la Mégane s'accumulent. Tout ça, c'est vraiment pour une fois qu'elle sera sortie de la route. Continue, on a les deux sièges là, on a les combinés filetés B14. On attend les platines de siège, on attend le short shifter, on attend encore plein de pièces. Mais voilà, tout ça c'est que pour la Mégane. J'ai les harnais, j'ai tout ça. Et là surtout, j'ai mon échelle de Villebrequin. Alors, une échelle de Villebrequin, c'est quoi? C'est une plaque en métal fabriquée dans un acier solide et qui va permettre de venir rigidifier tout notre bloc moteur. J'insiste, tout notre bloc moteur. Ça, c'est une plaque de 3 mm. Selon les moteurs, c'est conçu avec différentes épaisseurs pour pas que ce soit trop rigide, parce qu'un moteur, ça a aussi besoin de travailler, mais pas non plus trop souple, sinon ça va s'abîmer, voire casser. En gros, ici, vous reconnaissez nos paliers de Villebrequin. Voilà. Donc, en fait, on va venir rajouter une plaque qui va venir brider nos paliers de Villebrequin. Donc, on a les petites entretoises. Les kits de visserie sont plus solides qu'à l'origine, donc on vient renforcer la visserie et surtout on vient en fait brider tout le bloc moteur. Je synthétise. Quand vous venez souffler fort dans votre moteur, donc du coup vous allez amener de l'air. Quand on est sur un moteur turbo compressé, on va amener de l'air comprimé, donc on va amener une énorme quantité. En l'occurrence là on devrait souffler à 2 bar 5 pour aller chercher nos 600 chevaux. Alors vous entendez les petites cloches des petites chèvres derrière, elles sont très curieuses.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir en gros une pression très forte dans la chambre de combustion. Cette pression-là va se répercuter sur notre piston. Le piston va répercuter sur la bielle va répercuter sur le vilebrequin. Le vilebrequin va répercuter sur ses paliers et donc sur le bloc moteur. Si on schématise un petit peu ce qui se passe, en gros la bielle appuie droit donc elle ne se déforme pas, elle casse, mais du coup c'est pour ça qu'on met des bielles forgées. Et notre vilebrequin qui lui travaille comme ça va avoir tendance à faire ça. Et quand ça fait ça, en fait le bloc travaille. Les coussinets s'usent plus vite et le vilebrequin s'use et peut même se déformer, voire casser dans le pire des cas. Et le fait de rajouter 3 mm de plaque et de venir brider nos paliers de vilebrequin avec le contour du bloc, en fait ça va apporter une rigidité dans le bas moteur, c'est-à-dire que le moteur déjà va plus pouvoir s'écarter. Et en plus, quand on a la contrainte du vilebrequin, le vilebrequin qui va avoir tendance à fléchir comme ça avec la pression, là en fait on va venir renforcer et ça va être solidaire de tout le bloc moteur. Donc vraiment cette pièce là permet de rigidifier et de rendre tout solidaire à l'intérieur pour répartir les forces, non plus uniquement sur notre palier, mais sur le palier, sur les autres paliers qui ne sont pas en train de travailler, mais également sur toute la portée du bloc moteur. Voici à quoi sert une échelle de vilebrequin. Voilà. Bon alors, je voulais quand même remercier mon partenaire Strict Motorsport qui m'a suivi pour tout le forgeage et la préparation du bloc moteur, donc tous les internes. Donc Strict Motorsport, c'est un petit site internet où vous pouvez retrouver toutes les pièces, performance, racing, compétition pour votre véhicule, notamment pour vos internes moteurs. C'est Julien qui tient la boutique, super gars, réactif, vous avez besoin d'une question, il connaît son métier donc il est capable de vous conseiller également. Je vous mets tous les liens de Strict Motorsport en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Et je vous montre un petit peu la suite du projet. Et d'ailleurs, regardez, il m'a fait une petite dédicace sur mon échelle. Donc finalement, il y aura une petite partie de Strict Motorsport directement à l'intérieur de notre bloc moteur. Je voulais également vous montrer avant de démarrer la petite dump valve HKS que j'ai reçue. Donc là, on est sur une vraie HKS. J'ai viré la boîte, on s'en fout. Mais on est sur une vraie HKS. On n'est plus sur la merdasse Made in China que j'avais qui est monté sur le véhicule quand je l'avais acheté. La dump valve va permettre en fait de relâcher la pression de l'admission quand on coupe les gaz. En gros, quand vous accélérez, les échappements vont entraîner l'hélice du turbo qui elle-même va entraîner via un axe l'hélice d'admission. On va venir comprimer de l'air dans la partie admission et le moteur va se mettre à accélérer. Vous coupez l'accélération, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez besoin que le moteur chute. Donc le temps que la pression, que la vitesse du turbo ralentisse, on a besoin d'avoir un truc immédiat. Et en fait, c'est cette petite dump valve qui va venir échapper par une petite valve qu'on voit à l'intérieur ici, la pression dans l'admission, dans le circuit d'admission, et va venir tout de suite couper la puissance du turbo. Voilà à quoi ça sert une dump valve. Donc voilà le programme aujourd'hui. Et bien évidemment, vu qu'on va refaire la vidange, puisque là ça y est c'est l'huile de rodage, donc elle est censée être pleine de limaille, toute dégueulasse, toute pourrie, on la dégage. Et bien maintenant on va refaire la vidange définitive, toujours avec l'huile céramique de chez Cintiq. Donc je rappelle, Cintiq c'est une marque utilisée en compétition. Et on vient ajouter en plus un additif céramique de chez Cintiq qui vient tout simplement remplacer le VRX 500 qui est beaucoup moins cher, parce que là je crois qu'on est aux alentours de 49 €. Le VRX 500 on est aux alentours de 100 €. Qu'est-ce qui change entre le Ceramax de chez Cintiq et le VRX 500 de chez Xenon? Alors je vous avais parlé que les huiles c'était exactement les mêmes. Bah oui, c'est exactement les mêmes, c'est que le flacon qui change. Pour ce produit là il y a une petite différence, donc je me dois d'être totalement transparent avec vous. En fait c'est tout simplement le produit en lui-même. Là on est sur une base d'huile avec de la céramique, quand le VRX 500 on est sur une base ester avec de la céramique. Bon, en d'autres termes, il n'y a pas grande différence. Pour l'avoir testé en toute transparence au frictiomètre, on a quasi, mais alors quand je dis quasi, les mêmes résultats. Sauf que là, on est 2 fois moins cher. Voilà, donc du coup, l'idée, c'est vraiment de venir renforcer la céramique dans l'huile avec le Ceramax. Parce que ce qui fait l'efficacité d'une huile céramique, c'est sa teneur en céramique. Là, vous êtes à 2%, contrairement à certains concurrents qui mettent que 1 seul %. Donc là, on va passer peut-être à 3% de céramique. Et donc du coup, on va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus performant en anti-friction, mais aussi en régulation de température interne du moteur. Donc les amis, c'est parti, on met en vidange la voiture. Vous voyez à quel point il est hyper important de faire une petite vérif quand on fait une telle prépa. C'est que là, on s'aperçoit qu'on a 2 petites fuites d'huile.
Alors rien de grave, mais faudrait quand même réussir à comprendre où ça fuit. Alors j'hésite, on va voir quand on va avoir déposé le carter, mais soit ça vient du joint de carter, ce qui est bizarre, c'est un joint neuf, et ça a été sérocouple, ou alors ça provient de mon banjo qui emmène l'huile sous pression au turbo, mais là pour l'instant je le vois pas. Après au niveau de l'échappement, il n'y a rien qu'à bouger. Alors tous les produits que j'utilise sont disponibles sur notre boutique, donc je vous mets les liens en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Outils, produits mécaniques, tout ça, ça a été testé, validé. C'est notre principe de fonctionnement. Ah, ça va être très intéressant de regarder la qualité de l'huile. Alors là, il faut bien regarder, idéalement avec une lumière, pour voir si on n'a pas de limaille. Vraiment c'est ultra important là. Là pour l'instant c'est nickel, je vois aucun copeau de limaille, rien. En fait quand vous mettez une lumière comme ça, vous voyez hein, la limaille ça brille comme une peinture métallisée, je peux pas mieux vous dire. C'est d'ailleurs même le principe même d'une peinture métallisée. Donc là l'huile elle est propre, ça c'est un très bon point, et surtout on n'a aucune limaille. S'il y aura un problème mécanique ou annonciateur de problème mécanique, on aurait forcément de la limaille. De différentes couleurs selon le problème, piston, coussinet, vilebrequin. Là en l'occurrence c'est absolument parfait. Donc ça les amis, c'est une excellente nouvelle. Bon, pendant que ça s'égoutte tranquillement, on va commencer à démonter la multitude de vis. Donc là on a les parties des vis de la boîte qui tiennent sur le carter, donc on va les démonter. Alors bien évidemment il faudra tout remonter au bon couple de serrage, hein, c'est logique. Et après on a tout le pourtour, et après ça descend tranquillement. Je retire le support moteur. Alors tous les supports moteurs vont passer en support renforcé. Seul problème c'est que ça fait un mois que je les ai commandés. Et bon bah comme vous le voyez, hein, ils sont toujours pas arrivés. Et que la boîte reste aujourd'hui sans réponse. C'est un calvaire. C'est chez KTech Racing que j'ai commandé ça avec le short shifter également. Franchement, alors ils sont bien notés, hein, je suis pas là pour dénigrer. Hein. Mais franchement, je pense qu'à partir du moment où vous êtes français et que vous écrivez des mails en français, ils en auront rien à battre de vous. Je suis au 4e mail. J'ai pas de nouvelles. J'ai quand même une commande à plus de 1000 € passée chez eux, hein, quand même. C'est pas expédié depuis un mois, pas de réponse à mes mails. Donc franchement, passez votre tour. Achetez pas chez eux. Là. Voilà. Hop là. Voilà la quantité d'huile que vous ne vidangez pas à chaque fois que vous vidangez votre moteur. Bon. Et ben maintenant on laisse tout ça s'égoutter. Alors on va pouvoir retirer notre plaque ici, anti-déjaugement. Donc c'est la petite plaque noire qu'on voit ici. Comme ça, ça va bien s'égoutter parce qu'après on va devoir travailler là-dedans. Et autant vous dire qu'on risque de prendre une douche. Là on va devoir la modifier pour passer notre échelle après. Enfin pour passer notre échelle, non. Pour remettre la plaque on va devoir modifier la plaque. Clipez là. Et voilà. Nous revoyons enfin le beau matériel que nous avons monté précédemment. Alors là je viens inspecter un petit peu l'intérieur, voir si on n'a pas d'amorce au niveau des pistons, qu'on n'a pas de problème de placement de bielle, de frottement qui ne devrait pas frotter. Là, tout est impeccable. Alors, notre pissette qu'on voit bien, je sais pas si vous arrivez à les voir à la caméra, mais elles touchent pas, elles ont pas été tordues, rien. Tout est vraiment bien placé. Tout a pris sa place, pas de rayures dans les cylindres. Non, c'est très joli. J'insiste sur le très joli. On n'a pas de copeaux, Je m'attendais vraiment à avoir quelques petits copeaux parce qu'il y a quand même la mise en place, tout ça du moteur. Mais non, vraiment c'est impeccable. Les bielles c'est impeccable, les pistons c'est impeccable. Le vilebrequin c'est impeccable. On va démonter la pompe à huile et comme ça après il n'y aura plus qu'à attaquer la pose de notre échelle. Alors il y en a plein qui vont dire ah, mais pourquoi t'as pas fait ça quand
quand t'as refait ton moteur, ah, je l'ai dit en début de vidéo, parce que j'étais encore trop indécis sur le fait de monter une échelle ou des goujons, et qu'accessoirement, maniaque comme je suis, de toute façon, j'aurais redémonté mon bas moteur, enfin mon carter, pour voir que tout allait bien. Donc ça n'a pas changé grand chose. J'aurais fait le même boulot à l'exception de ce qu'on va faire dès maintenant. J'aurais jamais passé 600 chevaux dans un moteur sans aller vérifier dedans que ce que j'avais fait soit parfaitement fait. J'ai pas la prétention de dire que j'en fais tous les mois, tous les ans. Je sais le faire, mais jamais trop prudent comme on dit. Voilà, donc là on va laisser tranquillement s'égoutter la pompe à huile. Vous voyez, on a des petites entretoises ici qui vont venir ici parce que notre carter moteur est plus haut que nos paliers. Donc on a des petites entretoises qui vont venir en fait faire la jonction. Ce qu'il faut vérifier et pas le faire n'importe comment, c'est que l'entretoise elle vient pile à la hauteur de notre plan de joint. Sinon qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez appuyer trop fort sur vos paliers, soit vous allez tordre la plaque là pour faire venir la jonction sur le carter. Donc déjà deux problèmes. Problème d'étanchéité. Deuxième problème, la force d'appui qui va mal être réalisée sur les paliers de vilebrequin. Donc pour ça, bah, c'est très simple, hein. On va attendre que ça s'écoule. Ensuite on va tout dégraisser pour pouvoir travailler sereinement. Et on va venir placer ça. On va venir placer notre règle de précision de mécanique, donc pour regarder la planéité des culasses. Et en gros, il va falloir qu'entre notre goujon et nos plans de joint du carter, on n'ait pas de jour. Si on a un jour, il va falloir tout simplement, c'est pour ça que j'ai amené mon marbre. J'ai un marbre ici, je vais amener du papier ponce et sur mon marbre, je vais venir poncer. Alors c'est très long à faire, hein, surtout que vous voyez, il y en a 2, 4, 6, 8. Mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il va falloir les usiner. Sinon, bah, il faut avoir quelqu'un qui a un tour, qui va mettre ses pièces là sur le tour et qui va venir l'usiner précision. Mais j'ai pas encore de tour à la maison. Donc on fait la version lente et fastidieuse. Alors premièrement on a ce palier là. Ce palier là lui il va pas nous embêter puisqu'en fait les vis rentrent dedans. Donc là on va juste mettre des vis renforcées qui sont fournies avec. Et ça va venir ni plus ni moins remplacer celle-là. Les autres il va falloir qu'on les retire et qu'on vienne regarder l'ajustement. Donc il va falloir faire palier par palier et ensuite regarder si tout s'aligne. Pour voir, parce que si on les monte tous comme un bête, en fait on va pas savoir quelle cale pose problème. Donc au préalable j'ai mesuré toutes nos cales pour voir qu'elles aient bien toutes la même taille. Sinon pour faire un peu le rôle de pastille comme on ferait pour un réglage au soupape. Elles font bien toutes la même taille même au centième. Donc ça veut dire que maintenant on va devoir jouer avec le carter moteur. Alors peut-être que c'est parfaitement usiné, peut-être que ça ne l'est pas. Mais en tout cas je vous conseille vivement de ne pas le monter bêtement. Et c'est quand même dommage d'avoir fait une métrologie complète de la voiture pour au final monter un truc n'importe quand. Donc là on va déposer vis par vis pour pas venir tout bouger. Donc j'en démonte une, je la serre, j'en démonte une autre, je la serre. Donc sachant que la première passe des paliers de vilebrequin c'est 20 newtons, ça veut dire que je vais serrer tout à 20 newtons le temps de vérifier que tout est ok. Et une fois que j'ai fait ma passe à 20 newtons, à ce moment là, et que j'aurai vérifié tous mes jeux au niveau de l'échelle, à ce moment-là, on viendra faire la dernière passe à 65 degrés, je crois. Donc là, normalement, je suis censé avoir exactement les mêmes longueurs de vis. Voilà, parfaitement. Donc ça, c'est la vis renforcée. Là-dessus, c'est pas marqué l'indice de dureté. Si, je crois. Oui, là, par exemple, c'est des vis en 11,9. Et là, on est sur de la 12,9. Donc ça veut dire que celle-ci est plus résistante que celle-ci. Donc on a un jeu de vis renforcées plus une échelle qui vient se mettre. Donc là je vais chercher ma pilium métrique et je vais faire ma première passe à 20 newtons. Comme je l'expliquais dans mes précédentes vidéos, hein, toujours graisser et la tête de vis et les filets. C'est toujours important. Alors quand il y a de la graisse qui est fournie avec, on utilise la graisse qui est fournie avec parce qu'elle a un coefficient de friction bien spécifique. Quand la graisse n'est pas fournie avec, mettez juste de l'huile moteur, ça suffit largement. Mais vraiment, c'est important. Bon, maintenant qu'on a vérifié en gros que notre cale, alors c'est impossible à vous filmer, mais en gros, il faut vérifier que la cale, donc là je vous la mets là, par rapport au plan de carter, hop, vous voyez pourquoi c'est impossible à filmer, que par rapport au plan de carter ici, en gros, on soit pile parfait. Qu'on arrive bien en plan de joint contre plan de joint. Là en l'occurrence c'est le cas,
Donc on va vérifier ça pour tous et ensuite on va poser notre échelle. Mais avant ça, on va venir serrer définitivement ces deux-là pour la simple et bonne raison qu'après, une fois qu'on va mettre notre échelle, on n'aura plus accès à ces deux plans de joint là. 30, 60. Bon, maintenant qu'on a tout vérifié, je prépare toutes mes vis. Parce que vu qu'on travaille à l'envers, ça va être un petit peu plus délicat d'aller poser l'échelle. Enfin, je prépare mes surfaces, que tout soit prêt en termes d'étanchéité. Donc que je dégraisse mon bloc moteur, que j'applique ma pâte d'étanchéité, que je mette toutes mes vis. Donc là il va falloir qu'on soit deux, parce qu'il va falloir plusieurs doigts. En gros il va falloir que je mette ma plaque, mes vis, mes goujons et qu'on amène tout ça sur le moteur pour visser. Ouais, ça va être un petit peu sportif. On passe au dégraissage de la plaque. Alors après on vient mettre local. Bon bah c'est parti, là on va préparer notre plan de joint donc à la Loctite 518. Bon, là je place ma Loctite. C'est de la Loctite qui généralement s'applique avec un petit rouleau ça. Bon je la fais au doigt, marche très bien aussi. Bon là je dégraisse une dernière fois tout. Là il faut bien passer. Alors tu fais gaffe, t'as un petit trou avec la jauge, là faut d'abord le passer. Voilà, donc là on l'a positionné, c'est un peu galère. Faut surtout que je fasse vite avant que l'huile redescende sur mes joints que je viens de faire. J'ai tout dégraissé, mais si je vais pas assez vite, par effet d'écoulement, ça va couler. Donc là, il faut que je mette quelques petites vis pour centrer ma cale, que je ne sois plus gêné après. Parce qu'en fait, ça vient se prendre avec le carter moteur. Mais si je désaxe légèrement, je pourrais plus venir après monter ma cale. Parce que si l'huile s'introduit sur notre plan de joint, c'est la loose. Allez, c'est parti pour le serrage angulaire. C'est 63 plus ou moins 4 je crois. Donc moi je mets 65. Voilà. Hop. Donc là on a terminé le montage de l'échelle. Maintenant il nous reste la pompe à huile à venir fixer avec sa visserie d'origine, j'insiste. Donc là normalement on est censé pouvoir remonter ça. Il n'y a pas besoin de changer de chaîne sur ce kit là. Maintenant on va regarder un petit peu les modifications qu'on a à faire sur la plaque anti-déjaugeage. Et à mon avis il faut que je découpe ça déjà. Parce que là tu peux plus rentrer entre les masses du vilebrequin. Tac tac tac. Et à mon avis ça devrait déjà rentrer. Et à mon avis il va falloir que je désépaississe cette petite bague là de 3 mm. Bon ça y est, je viens de terminer l'adaptation de ma plaque. Alors je termine d'ébavurer pour pas qu'il y ait de petits bouts de plastique qui puissent après tomber dans le moteur. Alors il y a quand même pas mal de petits ajustements à faire, je vais vous expliquer pour ceux qui souhaiteraient reproduire, parce que c'est fourni sans notice, donc du coup c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Du coup là je viens de vous passer une après-midi de recherche et de développement. Alors en gros on a les vis qu'on a mis sur nos paliers qui sont à tête relativement épaisse, plus nos entretoises, ce qui fait que ça passe plus. Ici on avait des rebords qui venaient en fait fermer nos deux masses de vilebrequin. Ces deux masses de vilebrequin maintenant elles sont fermées par notre échelle. Donc du coup
entre guillemets, on n'a plus besoin de ça. Mais surtout, nos vis sont plus épaisses, plus je rappelle nos entretoises, ça ne rentrait plus. Donc il faut meuler ça. Alors là, j'ai laissé un petit millimètre, voilà, avec un petit millimètre, c'est au pile, au poil, donc je laisse comme ça. Et ensuite, ça semble logique, et vu que notre plaque est 3 mm plus basse, l'épaisseur de notre entretoise, et que notre pompe à huile, elle, est à sa place d'origine, bah, tout ce qui va se fixer sur la pompe à huile va devoir descendre de 3 mm. Donc ici, il faut creuser de 3 mm et ici, creuser de 3 mm. Une fois qu'on a découpé les cloisons là, y compris celle du bout ici, voilà. Alors là, on peut juste limer celle-là parce que l'autre, vous voyez, c'est plus court, ça va pas dedans. Mais donc là, on lime celle-là, on lime toutes les autres. On descend nos 3 fixations ici de 3 mm, donc de l'épaisseur de l'entretoise, enfin de l'échelle. Et à ce moment-là, ça rentre nickel. Donc les amis, c'est parti, on remonte. Donc là, hop, vous voyez, les têtes, elles sont vachement bombées. Donc c'est là où ça gêne un petit peu le montage. Alors, hop, comme ça. Hop, tac. Et là, donc, elle a repris exactement sa place d'origine, mais avec quelques petites modifications. Bon, donc là, je vais venir changer mon joint, même s'il est tout neuf. Je préfère repasser sur un joint neuf. Enfin, il est tout neuf. Il a 1000 km, mais vu qu'il a chauffé, arrêté, rechauffé, en espérant que celui-ci soit plus étanche que le précédent. Pourtant l'autre c'était quand même de la marque, mais... Donc là on va remonter avec la visserie de l'échelle, hein, fournie avec l'échelle. En aucun cas la visserie d'origine, parce que les vis seraient trop courtes. Donc là on remonte ça sur la voiture. On repositionne la bête. Bon, là, je suis en train de monter toute la visserie et je suis en train de me rendre compte qu'on va avoir un autre problème. Parce que vu qu'on a décalé tout de 3 mm, bah du coup mes trous de boîte sont plus en face. Et donc comment je fais pour rattacher la boîte? Bon, maintenant on va faire notre serrage au couple. Et puis après je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il va falloir que je réfléchisse comment je vais pouvoir refixer ma boîte. Ça c'est une autre paire de manches parce que là on a un problème. C'est un petit peu toujours la méthode, on fait une modification qui est simple sur le papier. Et vous avez pu voir, après bah, il faut modifier la plaque anti-déjaugeage, puis après il faut modifier la boîte, puis après il faut modifier le truc, le bidule, le machin, et hop là. Et après voilà, comme à chaque fois, tu pars d'une simple modification à un truc. Et ben les amis, je vous donne rendez-vous à la suite. Pour moi ce sera demain, parce que là j'ai besoin de réfléchir à la suite. Bon les amis, on se retrouve le lendemain. Et il s'est passé quelques petites choses. Alors vous vous souvenez quand on avait remonté le carter, en fait on n'était plus aligné entre les vis côté carter moteur et les vis côté boîte. Ce qui fait qu'on ne pouvait plus refixer la boîte à la voiture. On parlerait d'une vis, bon c'est encore, là on parle de 4 vis, donc c'était tout simplement impossible de laisser comme ça. Donc je suis monté à Leroy Merlin, chercher des fraises, sauf que j'ai trouvé uniquement des petites fraises de Dremel à 2 balles. Et j'ai un abonné qui m'a contacté, Johan, et qui m'a dit écoute Evan, j'ai ce qu'il faut à la maison, passe. Par chance il habite à 15 km de la maison. J'y suis allé et il m'a prêté des petites fraises comme ça, tout un lot de petites fraises. Et franchement en 5 minutes top chrono j'ai réussi à usiner ma boîte de vitesse. Alors l'avantage c'est qu'on est sur des carters en fond d'alu, donc c'est relativement tendre. Mais le problème c'est que des fraises professionnelles comme ça on n'en trouve pas en magasin. Là c'est vraiment du matériel professionnel, ce qui fait qu'en 5 minutes tu as raboté ton truc. Donc je le remercie encore, Johan, si tu regardes la vidéo, merci à toi parce que franchement tu m'as dépanné, mais vraiment, parce qu'avec ma petite fraise de Dremel, j'étais pas prêt de terminer. Donc là maintenant, on a fait ça hors vidéo, donc pour vous donner un ordre d'idée, les fraises professionnelles, elles se montent. Alors je m'excuse, j'ai le dos bloqué, je me suis bloqué le dos, du coup, ça me coupe le souffle un peu. Ah voilà, elle était devant mes yeux. En gros, c'est une grosse Dremel comme ça, avec, c'est une grosse Dremel, on met des gros embouts dessus, et je suis venu directement fraiser mes carters. Donc je vais vous montrer tout de suite. L'objectif du coup c'était de faire une lumière, alors un trou, une lumière, voilà, qui va me permettre de pouvoir remonter mes vis de boîte. On va en avoir un ici, voilà.
Donc en fait il y avait deux vis qui se vissent côté boîte, donc j'ai été obligé d'usiner mon carter moteur, et j'ai deux vis qui viennent se visser dans le moteur, donc j'ai été obligé d'usiner ma boîte. Bon, du coup j'ai fait la même chose. Donc là maintenant on va pouvoir refixer tout ça. On revisse la boîte, on remet le support moteur et on s'attaque au reste. Voilà. On va s'attaquer à remettre en huile, donc déjà il va falloir qu'on change notre filtre à huile. Le filtre à huile qui se trouve juste ici. Bon, le filtre à huile c'est pareil, hein, je le remplace parce que là on part sur une vraie vidange. Donc du coup, on part sur une huile définitive. Donc je ne vais pas faire le truc qui est à moitié avec un fil qui a suivi le rodage. Il y a potentiellement déjà pas mal de crasse dedans. Et on passe à la remise en huile. Bon, donc là pour la remise en huile, bien évidemment on repart sur de l'huile céramique, donc la 540 de chez Syntix, qui est appelée la Puramique. Et on va ajouter un Ceramax. Alors quel est l'intérêt de faire tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une huile céramique ça a plusieurs propriétés. La première propriété, c'est l'hyperlubrification, donc le fait d'hyperlubrifier les pièces et donc de limiter l'usure et d'en faire une huile performante. La deuxième, c'est ses capacités thermodynamiques, à véhiculer des calories du moteur pour les évacuer. Donc l'avantage de la céramique, c'est que ça lubrifie mieux et ça refroidit et ça maintient une meilleure température interne du moteur. Comment ça fonctionne? C'est très simple, vous avez plein d'huile sur le marché. Aujourd'hui, plus la concentration est élevée en céramique dans l'huile, plus l'huile est efficace. Là aujourd'hui, Syntix, c'est l'un des seuls à appliquer 2% de taux de céramique dans ses huiles, quand certains concurrents mettent 1%. Donc c'est ce qui les rend exceptionnels. On peut coupler à ça un additif de chez Syntix qui est le Ceramax, qui va venir en fait renforcer encore la quantité de céramique dans l'huile et donc améliorer les deux principes d'utilisation de l'huile céramique que je viens de vous expliquer avant. Donc en gros là c'est le NEC Plus Ultra et là c'est le NEC Plus Ultra Ultra. En gros je vous donne un exemple. Donc là pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce que c'est que le Ceramax? C'est un produit qui dès aujourd'hui, dès cette vidéo là sera disponible aux alentours de 50 € sur mylittlegarage.fr. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et aujourd'hui on a le VRX500 de chez Xenom sur la boutique. Et le VRX500 de chez Xenom et le Syntix Ceramax, on est sur quelque chose d'extrêmement similaire. Le VRX500 quant à lui est à base 100% ester, alors que celui-ci n'a pas une base 100% ester. Voilà, mais sinon, la céramique, etc. dedans, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est 2 fois moins cher. Donc là, l'idée, c'est de coupler un additif céramique à une huile céramique pour faire une huile encore plus additivée en céramique et donc une huile encore plus performante. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin dans ce moteur-là, parce qu'on va atteindre 600 chevaux avec cette huile-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des contraintes thermiques énormes, des contraintes de pression énormes, des contraintes de friction énormes. Et donc je mets le maximum de mon possible pour pouvoir avoir la chose la plus exceptionnelle en termes de lubrification. Et on remet le bébé dans l'huile. Bon les amis, on se retrouve, là j'ai fait un petit peu de place, donc j'ai commencé à libérer un petit peu la partie compartiment moteur, parce qu'on va avoir besoin de passer un 2.5 carré de notre batterie vers la pompe à l'arrière. Donc du coup j'ai besoin de démonter la boîte air qui se trouve ici, mais surtout j'avais envie de regarder ma fameuse fuite d'eau. Et j'ai trouvé d'où ça venait. En fait ça ruisselle, donc ça ruisselle sur ma durite d'eau et ça arrive sur la boîte, et en fait la fuite elle est là. Bon, pour être totalement transparent avec vous, j'ai cherché pendant à peu près 1 heure hein, quand même. Il m'a fallu 1 heure pour trouver, parce que je me suis localisé là, et en fait la fuite elle est là. Vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez le banjo là? Ici on a du blanc, et en fait c'est du liquide de refroidissement qui coulait. Et vous voyez, voilà. Et dessous c'est mouillé. Et en fait c'est tout simplement le joint du banjo qui n'est pas assez serré. C'est des joints cuivre, donc ni plus ni moins qu'un joint de vidange. Et là en l'occurrence ça manque de serrage. Donc on va le resserrer. Et puis ce sera résolu. Voilà. En off, j'ai également installé ma dump valve. Alors ma dump valve HKS, il y avait une petite tubulure comme ça, un circlip à mettre, des joints. Donc j'ai tout monté en dehors de la vidéo.
j'ai ma petite durite. Donc là maintenant on va s'occuper de démonter notre boîte à air ici pour passer un tire-fil, pour passer le fil et en même temps reprendre tout le réseau d'air. Vous voyez, quand j'avais acheté mon manomètre, j'avais de la durite comme ça. Je me suis dit c'est quand même prévu pour, vu que c'est un manomètre de dépression. Sauf qu'en fait c'est ni plus ni moins que de la durite aquarium, c'est de la grosse merde. Et elle s'écrase dès qu'il chauffe, enfin dès que le compartiment moteur est chaud, en fait elle devient toute molle et elle se pince. Donc c'est un calvaire, donc je peux pas laisser ça. Donc ça on va remplacer également, on va mettre de la durite un petit peu plus haut de gamme. Donc là on dépose la boîte à air. Bon bah, du coup on démonte la baie de pare-brise. Les deux. Hop. J'ai l'impression de recommencer ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ça pour juste accéder là. Bon là en gros, si vous vous souvenez, dans les précédents épisodes on avait fait un petit trou pour passer tous nos câbles de mano. Et ben je vais repasser mon petit fil de grillage dedans, qui devrait du coup sortir de l'autre côté, enfin, normalement quoi. Et maintenant je vais dans la voiture et je tire tout ça. Voilà, donc là je mets tout le mou ici. Hop. Parfait. Et ça on s'en occupera dans la prochaine vidéo parce que aujourd'hui la pompe je ne l'ai pas. Donc on va juste préparer les cosses et tout côté baie moteur. Mais on s'occupe pas de ça. Voilà cette chinoiserie. Elle a fait le boulot jusqu'à 400 chevaux. Mais maintenant, l'heure pour elle de s'arrêter. Une vraie HKS, une fausse HKS. Bon, on va essayer de faire un montage intelligent avec le moins de câbles possible. Donc là, on remonte la dumb. La vraie de vraie. Bon, donc là, en gros, je mets ma dumbbell ici. Lui, il va venir là. Tac. Hop. Voilà. Voilà, donc lui il va venir comme ça. Je vais mettre là. Voilà. Et ensuite, lui on le met à la prise de dépression ici. Hop. Voilà. Donc ça c'est tout bon et cette fois-ci avec de la vraie durite. Bah maintenant on repose la boîte à air et puis on remonte tout. Bon, et bien les amis, ça y est, on a terminé la partie méca. Donc là, on va réveiller la bête en lui mettant un petit coup de clé, vérifier que tout fonctionne bien et que l'huile aille un petit peu partout. Mais avant ça, on va préparer la petite cosse sur notre fil, bien évidemment sans venir raccorder à la batterie. Parce que sinon, on va avoir un plus permanent qui va se promener dans la voiture. Bon, c'est une très mauvaise idée tant que c'est pas raccordé à l'autre bout. Donc là, je remets la dernière petite pièce.
Et bah c'est parti, hein. Premier démarrage avec l'échelle. Normalement, techniquement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est toujours un poil stressant. Bon, ça a l'air tourné. C'est officiellement prêt pour aller jusqu'à 600 chevaux. Bon et bien les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ce petit tuto sur comment poser une échelle sur un FKTR vous a plu. Ça n'a pas été de tout repos, hein. Normalement à la base c'était juste on vérifie les cotes et on monte. Ouais, sauf que après entre la réalité et la pratique, il y a quand même pas mal de modifications à faire dessus. Il faut avoir de la Lockheed 518 pour faire le plan de joint. Il faut modifier la plaque anti-émulsion. Ensuite il faut fraiser le carter moteur et fraiser le carter de boîte, et seulement à ce moment là on remonte tout. Bon, on a pu voir également que nos deux petites fuites, bah finalement c'était un joint défectueux qui était tout neuf, et pour la fuite de liquide de refroidissement, bah c'était tout simplement un raccord de banjo qui était à mon sens pas assez serré, donc on surveillera quand même par la suite. On en a profité pour mettre une vraie dump valve HKS pour que ce soit prêt à décharger la puissance qu'on va lui mettre dans 2 jours. On a passé le câble pour la pompe. Et bien écoutez les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette prépa Mégane 3 RS objectif plus de 600 chevaux. Dans le prochain épisode, on se retrouve avec Valentin et Johan, MCR Performance et RS Thun Alsace, donc la collaboration de ces deux entreprises là, pour faire la pose de la nouvelle pompe à essence avec le nouveau faisceau qu'on a passé. Donc RS Thun m'a fait un petit truc aux petits oignons. Et puis bien évidemment la première carto puissance avec pour objectif entre 500 et 550 chevaux. Et ensuite on passera à l'étape d'après avec la prépa 600+. Les amis, un grand merci à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.